Je m'appelle Philippe Simet, je suis philosophe et je m'intéresse à la façon dont l'architecture raconte nos modes de vie. Je vous emmène explorer les habitats les plus singuliers de la planète afin d'en découvrir le sens et d'en partager les richesses. Je suis à Rio, la capitale culturelle et touristique du Brésil. Avec ses 6 millions d'habitants, Rio est la deuxième ville du pays. Située au sud-est, elle s'est construite à l'entrée de l'immense baie de Guanabara. Avec son carnaval, ses plages de sable blanc et ses reliefs granitiques, Rio est une ville haute en couleurs, marquée par le dynamisme de ses habitants. Mais au-delà de cet art de vivre, la réalité de Rio passe aussi par les favelas. Ces quartiers informels, construits illégalement sur les collines de la ville et où vit près de 20% de la population. Longtemps associés à la violence et au trafic de drogue, les favelas ont fait l'objet d'investissements massifs dans les années 90 de la part de la ville. Depuis, certaines d'entre elles montrent des signes de changement avec l'amélioration des infrastructures, le développement des services sociaux et l'ouverture au tourisme. Loin des clichés misérabilistes, je veux comprendre comment les habitants des favelas participent à la réinvention de leur lieu de vie. Providencia est la favela la plus ancienne de Rio. Elle a été créée en 1897 à la suite de la guerre de Canudos, quand des soldats en attente de logement se sont installés sur la colline de la ville au-dessus du port. 7000 personnes y habiteraient aujourd'hui. Pour m'y rendre, j'emprunte un moto-taxi, moyen de transport le plus pratique, pour circuler sur les routes sinueuses qui mènent à Providencia. En pénétrant à l'intérieur de la favela, je découvre des rues étroites, des maisons presque posées les unes sur les autres, des barrocos en matière simple comme du bois et de la tôle ondulée, et d'autres plus classiques comme la maison de Gisèle. À 41 ans, cette femme très active dans sa communauté est heureuse de vivre à Providencia. Gisèle? Bonjour Philippe, ça va? Oui, ça va, ça va. Je te fais visiter ma maison? Super, merci. J'aime bien le mur rouge, là. Ah oui. Et t'habites dans cette maison depuis longtemps? J'habite dans cette maison depuis 22 ans. Mais quand je suis arrivée, les murs étaient ouverts. L'ambiance était très sombre. Il n'y avait pas d'électricité dans cette pièce. J'ai dû faire improviser un raccordement. Il y avait aussi un problème d'évacuation d'égouts juste ici. J'ai dû faire une canalisation. J'ai fait des petites améliorations partout. Ouais. T'as quand même fait beaucoup pour introduire du confort à l'intérieur d'une maison qui était assez rudimentaire au départ. Dans les favelas, on améliore les maisons peu à peu. C'est ce que j'ai fait quand je suis arrivée ici. La maison n'était pas adaptée pour y vivre avec un enfant. J'ai été obligée de faire des aménagements, et c'est le cas de tous les habitants. Il y a aussi le problème d'acheminement du matériel. C'est un travail de fourmi. Et c'est ce que font tous les habitants. On améliore, on aménage. À une époque, j'ai voulu partir. Je haïssais cet endroit. Mais finalement, j'ai décidé de construire l'étage. C'est normal de faire évoluer sa maison. C'est ce que font beaucoup d'autres habitants. Je vais t'amener là-haut, tu verras, c'est encore en chantier. Philippe, on est arrivé au 2e étage. Je vais te présenter les pièces. Voici la chambre que nous faisons. Et ici, ce sont les toilettes. Ouais, la salle de bain, les toilettes, la douche. Ah, elle est super.
Ouais, il y a 2 salles de bain, quoi. 2 salles de bain à l'étage. Je suis traumatisée par les salles de bain parce que dans mon enfance, il n'y en avait qu'une pour beaucoup de monde. J'ai voulu que chaque chambre ait sa propre salle de bain. Comme ça, on sort de la chambre déjà habillé. C'est plus simple, ouais. Ici, c'est une terrasse pour bronzer. Toutes les maisons d'une favela doivent avoir une terrasse pour bronzer. Une douche. Encore une douche, là. Oui, on met une piscine, on improvise. Ah oui, d'accord. Eh oui, sans ça, ce ne serait pas une favela. Ah oui. Ah, il y a une super vue, hein. La vue est merveilleuse. C'est compliqué de construire une maison comme celle-là? Ce n'est pas facile de construire une maison dans la favela, parce qu'il faut acheter le matériel à l'extérieur. Il est déposé en bas. Après, on doit embaucher une personne pour monter le matériel. C'est très dur pour cette personne. Pour chaque mètre cube de matériel, que ce soit du sable ou de la pierre, c'est le même coût de transport. Ça représente la moitié du prix de la maison. La main-d'œuvre est très chère. C'est pour ça que c'est aussi long de faire une maison dans une favela. Ouais, donc c'est possible dans une favela de construire la maison de ses rêves? Bien sûr. Si vous voulez, c'est possible, même si ça prend 10 ans. C'est presque le temps de mon chantier. Mais c'est possible. On va y arriver. La favela est un vrai labyrinthe. Il y a beaucoup de déviations. On passe sous des maisons. C'est une géographie étrange. Providencia est une favela dite pacifiée, où la violence liée au trafic de drogue est en grande partie contenue. Elle peut néanmoins s'avérer dangereuse, comme le montre la présence continue et souvent mal perçue des UPP, les unités de police pacificatrices. Pour proposer une alternative au trafic de drogue, certains habitants de Providencia misent sur l'éducation et la culture. C'est le cas du photographe Maurizio Ora, fils d'un ancien narcotrafiquant du quartier. Felipe, Maurício. Bonjour. Bonjour. Felipe. La maison, là, elle est incroyable, hein? Cette maison est une œuvre d'art pour la communauté, mais elle est ouverte au monde entier. C'est une résidence où les artistes peuvent venir partager leurs talents et leur art avec la communauté. D'accord. Alors Philippe, on rentre? Ah ouais? Je te fais visiter? Là-haut, là? Ouais? Ah bah super. C'est en 2009 que Maurizio a créé, avec l'artiste français JR, la Casa Amarella, un centre culturel ouvert à tous, et notamment aux jeunes. Avec sa lune géante qui semble flotter au-dessus de la maison, ce lieu unique renvoie une image positive de Providencia. Tout a commencé lors d'une grande enquête photographique réalisée par Maurizio sur la favela et la vie de ses habitants pour les 100 ans de Providencia. C'est beau, ouais. Incroyable. C'est une des plus belles vues des favelas. Ah, c'est sûr. Maurizio, il y avait vraiment une nécessité de créer un lieu culturel à Providencia? L'idée de faire de cette maison une œuvre d'art était enthousiasmante. L'intention n'était pas d'attirer des touristes, mais de donner à nos jeunes des moyens d'interagir avec la ville, d'apprendre la photographie, le théâtre, le cinéma. L'idée était de faire de cette maison un centre culturel pour les jeunes de Providencia. Maurizio a mené son projet à bien, malgré les pressions de l'État et des trafiquants. Dans la favela, toute transformation demande un investissement personnel et parfois une grande prise de risque. C'est très courageux ce que tu as fait.
Je pense que ça n'a pas dû être facile. J'ai risqué ma vie. J'ai été menacé plusieurs fois. Des membres de ma famille, des amis, des personnes liées au trafic me disaient « Ça parle sur toi, fais attention ». J'avais peur, bien sûr. Mais j'étais tellement engagé que je ne pouvais plus reculer. Je savais que si j'arrêtais, ce serait un pas en arrière pour la communauté. La politique sociale veut que les jeunes quittent la favela. Je ne suis pas de cet avis. Selon moi, ils doivent apprendre à transformer la communauté de l'intérieur. C'est dingue ce lieu, c'est incroyable. Ah oui. La vue est géniale. Depuis les hauteurs de Providencia, je saisis à quel point les favelas font pleinement partie de la ville. Je suis aussi frappé par leur extrême densité. Les habitants des favelas sont confrontés à la surpopulation. L'explosion démographique à Rio, depuis les années 50, se traduit aujourd'hui par un besoin accru de logement. Tavares Bastos, située à 25 km de Providencia, est l'une des favelas les plus denses de Rio. Pour m'y rendre, je prends le minibus. Les résidents des favelas profitent de ce moyen de transport économique qui permet de faire le lien entre les différents quartiers de la ville. Tavares Bastos est une favela particulièrement sûre. Ici, malgré l'absence au départ de terrains constructibles, chacun est parvenu à investir un espace, un interstice où habiter. Je rencontre José Luis, qui se consacre à la construction de sa maison depuis plus de 20 ans. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ouais. Ça va? Ah bien, ouais. C'est bien. Les favelas, c'est des terrains qui sont non constructibles. Et là, on a un immeuble de 4 étages. C'est un peu fou quand même. Il n'y a pas de norme de construction. Je fais moi-même les plans. Je cherche la meilleure façon d'utiliser l'espace. Comme les maisons sont collées, les unes soutiennent les autres. C'est comme ça qu'elles tiennent, car les fondations flottent littéralement. La mairie n'intervient pas. Sinon, il faudrait des plans. Il faudrait un permis de construire, payer des impôts. Ici, vous faites les plans vous-même. C'est vous qui décidez de tout. On voit que la priorité, ça a été de construire des maisons qui se sont agrégées les unes à côté des autres. Mais du coup, il n'y a pas beaucoup d'espace pour la rue, pas beaucoup d'espace pour circuler. Avant, la voiture qui livrait le lait pouvait circuler d'ici jusqu'au bout de la favela. Il y avait de la place pour passer. Mais petit à petit, chaque habitant s'est octroyé quelques centimètres de plus, puis quelques centimètres, et encore d'autres. Et l'espace s'est réduit. Je peux te dire qu'il y a des endroits où on ne passe qu'en se mettant de côté. Comme ça, en se mettant complètement de profil. Chacun se dit que si l'autre a poussé les murs, eh ben il peut le faire aussi. Pourquoi pas? Il y a des passages qui ne font que 80 cm de large. Agrégat de petites maisons, Tavares Bastos se caractérise par un manque criant de rues et de places où se retrouver. Un petit stade, comme posé au milieu des habitations, représente l'un des rares espaces de liberté. Raimundo s'occupe de son entretien et de ses activités.
Pour lui, ce lieu communautaire doit être défendu face à la pression foncière. On a l'impression qu'on a poussé les murs pour mettre le stade. En fait, c'est l'inverse. C'est un long processus. Les habitants sont arrivés et se sont mis à construire leur maison au fur et à mesure autour du carré. Pour moi, un espace comme celui-ci, c'est très important parce que dans les favelas, la préoccupation première, c'était le logement. Et il y a moins eu de réflexion sur l'espace public. Tu as soulevé une question essentielle. La population augmente de façon significative. Comme ce terrain est un des plus grands espaces de la communauté, nous y accueillons aussi bien des cultes que des écoles de samba, des parties de football, des conférences, des réunions. C'est une façon de promouvoir une série d'activités dont peut bénéficier toute la communauté. Oui, je crois que le sentiment d'appartenance qu'on peut avoir à un quartier, ça passe pas simplement par des images et des symboles, mais par des espaces qu'on peut tous partager. Quand tu vois passer ici des millions de personnes et que tu vois que ce stade est reconnu et apprécié, ça t'encourage à l'entretenir. Je suis très fier quand les visiteurs disent que nous sommes une communauté différente. On réalise l'importance de la transmission et du partage. Tu vois, toi-même, tu as de l'admiration pour cet endroit. Et ça me pousse à continuer. Je veux que les gens de l'extérieur comprennent qu'il y a encore de l'espoir. Pendant longtemps, les habitants des favelas, comme Raimundo, n'ont compté que sur eux-mêmes pour améliorer leur quartier. Avant les années 90, il semblait indigne de s'attarder sur ces habitats voués à disparaître, de gré ou de force. Mais aujourd'hui, de plus en plus de personnes extérieures à ces quartiers s'y intéressent. Certains architectes les reconnaissent même comme des lieux de projet dont le potentiel est à révéler. Pedro Évora fait partie de cette génération qui porte un regard nouveau sur les favelas. Il m'explique comment ce changement de statut s'est opéré. Avant, tous les politiques en place considéraient les favelas comme un territoire qui ne devait pas exister. À partir des années 80, quelques gouvernements plus populistes ont commencé à promouvoir l'utilisation de constructions plus permanentes et à vouloir urbaniser les favelas. C'est devenu alors l'affaire des urbanistes, des techniciens à qui on a posé le défi de comprendre comment amener l'infrastructure urbaine à ces territoires. Mais aujourd'hui, ces habitats temporaires font partie de l'identité de la ville. C'est une remarque intéressante, car Rio de Janeiro est très connu pour ses favelas. Une favela, c'est une construction en perpétuel mouvement et à forte croissance. Si on regarde les statistiques, elles ont les taux de croissance horizontaux et verticaux les plus hauts de la ville. Il y a de plus en plus de maisons en béton qui permettent cette croissance verticale, auparavant impossible avec les structures en bois. Moi, ce que j'aime ici, c'est l'inventivité, la créativité des habitants qui ont appris à se débrouiller tout seuls. Et toi, qu'est-ce qui t'intéresse en tant qu'architecte ? Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les questions non résolues. Ce sont les problèmes. Je vois mon travail comme une possibilité d'inventer des solutions pour des contextes difficiles. C'est ça le travail d'architecte, selon moi. Il faut franchir ce pas. Je pense que les architectes ont compris leur importance dans le processus d'articulation de l'espace public. Et dans l'espace privé, les maisons des habitants, il y a évidemment beaucoup d'aménagements à faire aussi.
À Rio, nous devons construire des infrastructures pour faire avancer cette régularisation. Ces endroits sont devenus prioritaires. Vidigal est l'une des favelas de Rio qui attire le plus d'investisseurs. Située sur les collines qui surplombent les plages huppées d'Ipanema et Leblon, elle est devenue depuis une dizaine d'années l'un des lieux phares de la ville. Longtemps refuge des artistes, Vidigal est désormais investi par de nouveaux résidents, désireux de tirer profit de sa situation exceptionnelle. Wendell, décorateur et comédien, a toujours vécu ici. Il me parle de la transformation de son quartier. Wendell, Ça va? ouais, ça va? Là, c'est ton atelier? Ouais, c'est ici que je fais mes travaux d'artisanat, de scénographie, de menuiserie, de la construction d'objets et d'instruments de musique. C'est ici que je fabrique tout. C'est un peu le bazar, mais c'est parfait pour moi. J'habite en haut. Ma maison est juste au-dessus. Tu veux venir faire un tour? Ah oui, oui. Ah oui. C'est grand, hein? C'est grand. C'est beau, t'aimes bien? C'est beau. Très bien décoré. Et voici la vue que nous avons de Vidigal. C'est une vue magnifique. Hein? Qui sont les personnes qui sont venues à Vidigal et puis qui continuent de venir encore aujourd'hui? La plupart, ce sont des personnes qui ont toujours eu l'envie et la curiosité d'appartenir à une communauté, mais qui ont toujours eu peur de la violence, qui est assez importante. La plupart de ces gens sont des artistes, des bobos qui ont toujours eu cette curiosité. Et depuis la pacification des quartiers, ils viennent plus facilement à Vidigal. Les habitants des quartiers chics d'à côté commencent à connaître la communauté. Ils se rendent compte que c'est un endroit agréable, sûr, et où la vie est moins chère. Il y a aussi une vie culturelle et nocturne importante, et une population très accueillante. C'est le cas aussi d'ailleurs dans les autres communautés. Tous ces nouveaux habitants, ils ont donné de la valeur au quartier, une valeur culturelle, mais aussi une valeur économique. Oui, ça a beaucoup augmenté. Nous avons vu une opportunité d'augmenter nos revenus. Moi, par exemple, j'ai 2 maisons que je loue un peu plus haut. Avant, je les louais à 600 réals. Maintenant, elles sont à 1000 réals chacune. Ça augmente le pouvoir d'achat et nous sommes nombreux à en profiter. Est-ce que tu ne penses pas qu'à un moment donné, les premiers habitants de Vidigal n'auront plus les moyens d'habiter ici? Avec l'augmentation du coût de la vie, une partie de la population se voit obligée de partir de la communauté dans laquelle ils ont toujours vécu. Ils doivent déménager car ils ne peuvent plus subvenir à leurs besoins. Quand les gens qui sont nés et qui ont grandi ici se voient obligés de partir, la communauté perd une partie de son identité, de ses origines et de ses racines. Ça, c'est l'aspect négatif de cette mixité. Vidigal est une favela qui a réussi son ouverture, mais en excluant ses habitants les plus pauvres. Cette gentrification est-elle le prix à payer pour que les favelas se développent? Je ne le crois pas. D'autres modèles sont possibles. Je retourne à Providencia, dont l'esprit de communauté m'a tant marqué. Maurizio m'a convié à un barbecue sur la terrasse de la Maison Jaune. L'occasion pour moi de partager encore quelques moments avec Gisèle et d'autres habitants du quartier. Le petit. Allez, merci. C'est moi qui vous remercie pour votre accueil. Quand je vois toute l'intelligence et l'énergie que vous mettez à Providencia, je me dis que les favelas sont des lieux qui vont encore beaucoup nous surprendre. Saúde. Les habitants des favelas ont quelque chose à nous apprendre. Rejetés dans les collines d'une ville qui ne voulait pas d'eux, livrés à eux-mêmes, sans aucun soutien, ils ont construit de véritables lieux de vie,
source d'une culture métisse et inventive qui fait maintenant partie de l'identité de la ville. J'espère simplement que les favelas ne se figeront pas en une carte postale, que chacun pourra y trouver sa place et bénéficier des potentialités de ces quartiers si dynamiques. Il y a une piscine. Génial.